Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, la géniale Taxi Presse de ce lundi 19 novembre 2018. C'est avec Gérard Ouessan, le patron du journal Sika, Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs, et l'homme Titogbe du journal La Nouvelle Tribune, et Jacques Diakouti qui nous rejoindra d'une minute à l'autre. Ensemble, nous décrypterons les grands sujets de l'actualité. Nous parlerons politique, bien entendu, avec le débat politique actuel sur les élections législatives à venir. Au niveau de la CENI, on semble être prêt pour continuer véritablement le travail. Pendant ce temps, la coalition est dans la rue. Elle dit non à la tenue de cette élection, donc le 20 décembre. Elle fustige désormais la médiation de la CEDEAO. On aura forcément l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous parlerons également de l'insécurité grandissante à Lomé, des braquages sans véritable suite, des failles dans le système de sécurisation du pays. On s'interrogera sur le sujet. Et puis, naturellement, nous parlerons des éperviers du Togo. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Gérard Ouessan. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour au confrère L'Homme et au confrère Michel Tchadia. Merci d'être avec nous ce matin, Gérard. Bonjour L'Homme. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Bonjour Michel, ça va? Ça va Eric, bonjour aux confrères, bonjour à nos amis techniciens et puis bonjour aux éditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Je voulais qu'on commence par le foot. Vous vous en doutez, les éperviers étaient sur le terrain hier pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2019. Pour cette journée, la 5e, les éperviers recevaient les Fennecs d'Algérie. Une défaite lourde de nos ambassadeurs, 1-4 à Lomé. Le Togo est en train de terminer une phase de qualification des éliminatoires d'une compétition comme la CAN. Et si nos mémoires sont bonnes, c'est la première fois que le Togo joue les éliminatoires sans gagner à domicile. Michel, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça m'a fait mal. Hier. Oui, ça m'a fait mal, mais je n'étais pas surpris. Parce que comme on ne veut pas nous dire la vérité au niveau du football surtout, moi je sais que quand vous alignez les matchs que le Togo a joué avec le Doroa jusqu'à hier, si vous êtes un bon observateur, vous allez comprendre que nous sommes mal barrés. Et hier, c'était une occasion pour que ceux qui en doutaient encore comprennent que le Togo, par rapport au football, ça ne va pas. Parce que ceux qui ont la direction du football aujourd'hui, peut-être eux ils sont dans une certaine logique, mais ceux qui sont les fans, ceux qui aiment le football, et qui aiment que les éperviers quand même leur donnent la joie, savent que la manière dont la Fédération togolaise de football gère depuis, je vais dire, notre qualification à la Coupe du Monde en 2006, la manière dont les choses ont évolué jusqu'à ce jour. On sait que le football togolais est pris en otage. Il y a un complot qui est ourdi par des gens qu'on connaît, qui circulent librement. Mais qui sont-ils? Mais ceux qui gèrent le football togolais à un niveau beaucoup plus élevé et qui ont eu à poser des actes. Nous avons été qualifiés en 2006, juste après, pour le mondial, je veux dire. Juste après, vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'à notre départ prématuré de cette coupe du Monde là. Et à partir de 2007, vous avez vu comment les choses ont continué jusqu'en 2010 où nous étions allés en Angola avec des pertes d'envie humaine. Ça n'a dit rien à personne dans ce pays. Jusqu'en 2013, on a vu le bordel qui règne au niveau de la fédération, au niveau du ministère des Sports. Et le comble, c'est en 2017. Et on n'a rien fait pour décanter. Je dis bien décanter au niveau de la gestion du football. Et rien n'est fait. On regarde les choses évoluer comme ça. Où certains mafieux se sont organisés pour, comment l'appelle-t-on, pour empêcher notre équipe nationale d'évoluer
comme ça se doit. Parce que quand vous privez des moyens, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Et les résultats, c'est à quoi on a assisté. C'est les résultats. Ça dit que les gens sont offusqués. Moi, je suis à l'aise à expliquer ça. Parce que le football est abandonné. Normalement, après 2017, il devait avoir des mesures fortes qu'on devait prendre envers le ministère des Sports, envers la Fédération de football. Rien n'est fait. Parce que ce qui a été fait dans la gestion de la CAN 2017, ça dit que dans un pays qui se respecte, ce n'est pas possible que jusqu'à ce matin, que des individus, et ce qui est surprenant, c'est leurs griffes encore qui sont là dans l'organisation de ce qui se passe. C'est encore leurs griffes. Ça ne peut pas durer juste, ça ne peut pas continuer comme ça. Et peut-être tu vas me redonner la parole. Bien sûr. Je vais encore continuer à expliquer. Bonjour Jacques. Merci de nous avoir rejoints. Vous savez qu'on a assisté à un match presque insipide, ainsi il ne l'est pas déjà. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il semble qu'on est tombé très bas aujourd'hui. Je crois que c'est la honte qu'on dise qu'une équipe qui a participé une fois à la Coupe du Monde se retrouve à ce niveau. C'est quand même aberrant et c'est triste. Et je ne sais pas si vous avez vu un peu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant même le capitaine Adebayor, voilà, qui est obligé d'être protégé par les forces de l'ordre pour quitter le stade. Voilà, vous voyez à quel niveau le Togolais est tellement aigri, le Togolais est tellement déçu de cette équipe. Je crois que ce qui est important aujourd'hui de faire, il faut essayer de recomposer l'équipe. Ça, c'est la seule solution, de recomposer l'équipe. Ça veut dire que pour vous, le problème en réalité, c'est au niveau des joueurs. Pas seulement au niveau des joueurs, du staff aussi. Quand vous prenez M. Claude Leroy, excusez-moi, Claude Leroy, quand même, il a fait son temps. Oui. Vous savez, Claude Leroy a fait beaucoup son temps. Et il est important aujourd'hui que les responsables de la fédération et également le gouvernement puissent voir dans quelle mesure recruter encore un autre entraînement. Je vous donne quand même les statistiques par rapport à Claude Leroy. Depuis qu'il a pris les éperviers du Togo, et ça fait 25 matchs qu'il a joué hier avec les éperviers du Togo. Il a gagné 8 fois, c'est-à-dire 8 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et puis, ce qui intrigue également les Togolais, vous voyez, malgré la défaite des éperviers hier, quand vous suivez un peu les médias français, ils ne font que faire encore l'éloge de M. Claude. Et ils se disent que non, il y a encore un match au Bénin, que le Togo peut faire ci, le Togo peut faire ça. Mais quand vous suivez par exemple le match entre la Gambie et le Bénin, les commentaires qui se font sur les médias français, c'est différent. Moi, je crois que quelque part, il est important que nous, les Togolais, nous puissions nous ressaisir. Parlant d'abord de la Fédération togolaise de football, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, Claude Leroy a fait son temps. Et comme il a fait son temps, il est important qu'on cherche encore d'autres ouvertures, parce qu'il y a aujourd'hui des joueurs, les pépinières sont là, il est important qu'on exploite également cette pépinière-là. Et il y a également nos concitoyens qui sont dans d'autres pays. Il faut explorer également tous ces concitoyens-là, voir comment former encore une nouvelle équipe pour pouvoir effectivement remplacer cette équipe-là. Les gens sont fatigués. Et quand vous prenez les va-et-vient de M. Adebayor, Adebayor avait juré ne plus jouer sur cette pelouse-là parce que elle n'est pas bonne. Et aujourd'hui, il revient encore qu'il va jouer. Michel le disait tout à l'heure, effectivement, Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Il a mangé son totem. Ah, mais c'est pas normal. Si vous dites que vous ne voulez pas quelque chose, allez jusqu'au bout. Il ne faut pas faire un pas en arrière et faire 2 pas. C'est pas normal. Je crois que quelque part, il est important aujourd'hui. Je crois que le président de la Fédération togolaise de football et son équipe, il est important qu'il puisse réfléchir sur le cas de cette équipe. Tirer les conclusions. Les conclusions de cette hier. En tout cas, on a encore un match. Il semble qu'il y a encore de l'espoir. C'est toujours comme ça. On joue le Bénin en mars prochain. Le Togo, mathématiquement, n'est pas encore éliminé. Même si sur le terrain, ça semble être compliqué. Mais on demeure en football. Gérard, je vous donnerai la parole en dernière position parce que vous avez toujours une vision un petit peu décalée de l'actualité. Ça plaît quand même comme cela. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit les 600 millions détournés sans suite, c'est juste la confirmation que le gouvernement a échoué sur tous les plans. Tant que la politique est juste orientée vers la conservation du pouvoir, on aura ça comme résultat. Je connais des compatriotes qui ont prié à ce que le Togo soit battu pour qu'on soit épargné des détournements
liées au foot. En même temps, c'est quand même bizarre d'avoir cette sensation-là de prier pour que le Togo perde ses rencontres. Mais ce qu'on a vu sur le terrain, il était quand même horrible, Elom. Oui, très, très, très horrible. D'abord, il faut que Claude Leroy nous épargne de ces discours du genre on va aller gagner au Bénin et tout ça, parce que le Bénin, ce qu'il a dit en conférence de presse, le Bénin joue aussi sa qualification. Ce sera pas Cotonou, ça va être à Porto Novo et très loin de Cotonou aussi, parce que le stade de à l'abri des regards, le stade de l'amitié de Cotonou est sous travaux, donc ils ont décalé le match à Porto Novo exprès pour pouvoir jouer la finale là-bas et gagner le Togo. Et moi, ce que Claude a dit hier par rapport à cette lourde défaite sur nos propres installations, je pense quand même que c'est de la provocation. Vous êtes un entraîneur de football, vous venez vous prendre les rênes d'une équipe, et moi je rappelle que l'Algérie n'a plus gagné de match à l'extérieur pendant 3 ans, et en Afrique subsaharienne, voilà, et l'Algérie n'a plus gagné de match à l'extérieur. C'est le Togo qui lui a offert l'opportunité de vaincre ce signe. Et de quelle manière? Le deuxième indice aussi, c'est que Claude Leroy, pour la première fois dans l'histoire du football togolais, le Togo n'a pas gagné un seul match à domicile lors des éliminatoires pour la CAN. C'est la première fois dans l'histoire du football togolais. Et donc, il faut que Claude Leroy nous épargne de ces discours qui, ma foi, sont provocateurs. Parce que moi, hier, j'ai suivi sur les réseaux sociaux ses commentaires et tout. Il disait qu'il est toujours allé au terme de son contrat en Afrique, il n'a jamais démissionné. Et moi, je pense quand même qu'il faut que ces blancs nous collent la paix une fois pour toutes, parce que franchement, vous pouvez pas être à ce niveau d'une compétition où tous les entraîneurs de foot sont à peu près, ou bien sont aujourd'hui convaincus du fait qu'il faut aller de l'avant et nous servir ce discours dans un pays où vous êtes mieux payé que tout le monde. Et donc, moi, particulièrement sur le terrain, on a vu que tous les compartiments étaient à l'eau et les joueurs algériens étaient véritablement en territoire conquis. Ils jouaient même mieux sur nos propres installations que nous-mêmes. Et avec le terrain pourri, entre guillemets, et dont on nous a rabattu les oreilles cette dernière semaine, et les Algériens filaient comme des athlètes qui étaient très, 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 très en forme. Dans tous les couloirs, ils ont avalé le match tranquillement. Et moi, sur le troisième but, je pense que c'est le troisième but, où les joueurs étaient comme des plots. On faisait un match d'entraînement, on fait la passe, une, deux, puis on met le ballon dans les filets. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, mais c'est le corner. Voilà, bien évidemment. Donc, bon, il faut que Claude Leroy cesse de nous dire des choses comme ça. Maintenant, sur la composition même de cette équipe, on sait qu'on a 2 joueurs qui étaient out, 2 pièces maîtresses, James Dakonam et Ouro Samakim. Et donc, on a composé la défense avec quelqu'un qui avait un petit bobo, Ouro Akoriko Sadat, qui ne l'a pas signalé aussi, mais qui traînait les pieds. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de déplorable. En tant qu'entraîneur, on doit savoir si le joueur est physiquement en forme ou ne l'est pas. Donc, on nous a mis quelqu'un comme ça à la défense, en pleine défense dans la charnière centrale. Ça a causé tous les problèmes que vous avez constatés hier, avec un gardien aussi qui était dans la rue, qui n'était pas totalement dans son match. Et au niveau de l'attaque, Adebayor qui a dit qu'il ne jouerait plus jamais sur ce terrain, qui finalement est dans le jeu. On est en Afrique, il y a des choses qui se font jamais. Et donc tout ça analysé, et si vous faites l'analyse de tout ça, vous comprenez que on est bien parti pour même prendre 8 buts à 1 ou 9 buts à 1 hier, et personne ne criera au scandale. Donc il faut que Claude Leroy cesse de nous adoucir le cœur ou de nous dire que bon, il va aller jouer la qualification au Bénin parce qu'il a déjà qualifié le Congo à la dernière journée lors de la CAN, et qu'il sache véritablement que la démission fait partie de la culture de tout être humain. Et que c'est temps qu'il puisse nous coller la paix. Et comme dit cet auditeur qui nous a envoyé le message sur le 90 71 49 62, c'est le numéro pour envoyer le message au WhatsApp. Il n'y a aucun espoir. C'est toujours le Togo qui joue avec des calculs. Gérard, quel commentaire vous faites quand même de cette défaite des éperviers hier? C'est la déculottée. C'est Claude Leroy disait en conférence de presse hier qu'il est abîmé après ce match. Non, moi je dis d'abord que perdre un match, c'est pas ça le drame. On a vu de grandes équipes qui ont perdu des matchs. Vous avez vu la prestation de l'Allemagne la dernière fois en Coupe du Monde. On a même vu le Brésil. On a vu l'Argentine aussi. Ben exactement. Alors pourquoi est-ce que le Togo ayant pris 4 buts à 1, on commence à paniquer? Non. Même des grandes équipes perdent. Moi, mon problème, c'est le fait que le Togolais s'acharne beaucoup plus sur les personnes que sur leur comportement. Là, je suis parfaitement d'accord avec Michel qui parlait des 600 millions. Pour moi, les 600 millions ont totalement vicié l'atmosphère qui règne autour du football. Tant que ce problème-là ne sera pas... Je contredis, mais les 600 millions ne concernent pas le jeu sur le terrain. Justement. Non, c'est-à-dire que psychologiquement,
Qu'est-ce que les joueurs voient Ça ne là-dedans? concerne pas les joueurs, c'est ça? C'est-à-dire que si nous sommes ici 5 dans ce studio, et nous apprenons que, je sais pas moi, et l'homme a pris, je sais pas moi, 10 000 francs qu'on devait tous nous partager, et qu'il a bouffé, ben, soyez sûr que l'émission ne va pas bien se passer. Ou bien si c'est moi qui ai pris 10 000 francs, vous pensez qu'on va discuter tranquillement et l'émission va bien se passer. Non, quand il y a une injustice à la base, quelque chose qui vicie l'atmosphère, moi je crois que rien ne va marcher. Et sincèrement, quand on dit aujourd'hui que Claude Leroy parte ou bien que Chéri ne joue plus, tout ça là, moi je crois que ça ne va rien changer du tout. On a vu les grêleurs dans ce pays, on a vu les Tchakala, quel entraîneur on n'a pas pris dans ce pays. Et pourtant, le Togo n'est jamais allé très très loin. Quand on est arrivé en Coupe du Monde, alors c'était le sommet, et même là, ça s'est terminé par une humiliation et beaucoup de scandales. Rappelez-vous, toute cette guerre entre Tata Blessi et Amir Gabriel, on n'a jamais rien résolu comme problème et on piétine dans la boue. Bon, dans ces circonstances, moi je crois que rien ne va jamais marcher. Regardez les sociétés qui sont bien organisées. Les individus ne sont que des éléments. Regardez même l'armée. N'allons pas loin. Hein. Regardez l'armée togolaise. Quand un officier parle, il parle de ces éléments. L'individu ne joue aucun rôle. Vous êtes là, l'individu n'a aucune importance. Vous n'êtes qu'un élément. Quand on dit le militaire Kossi, le militaire Kodjo, le militaire Tachadé qui porte le treillis, il devient un élément, il joue un rôle. Quand il tombe, un autre prend sa place et il fait la même chose. Mais ici, nous focalisons tout sur les caractères des gens. Celui-ci a promis ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas cela. Non, on est là pour jouer un rôle. Est-ce que la personne peut jouer le rôle, oui ou non? Si elle ne peut pas jouer le rôle, ben on l'enlève. Si elle peut jouer le rôle, on le laisse là. Mais hier, on s'est rendu compte qu'il y a une proie facile en dehors de Claude Leroy sur la pelouse. C'est Emmanuel Chéri Adebayor. On a vu à la fin du match le sort qui lui a été réservé, malheureusement par ceux qui l'adulaient. Vous savez, c'est ça aussi. Vous savez à combien de personnes ont déjà réservé ce sort? Vous oubliez déjà Agassa? Non, on n'a pas oublié. Vous oubliez Salou Bachirou, comment on l'a traité dans la boue? On n'a pas oublié. Mais justement, à chaque fois, nous livrons les gens pratiquement à un vindicte populaire. La presse, vous voulez dire? Non, la population, tout ce qui tourne autour du football. Moi, je crois que c'est pour ça que je vous dis, les individus ne jouent aucun rôle. Pas grand rôle. C'est vrai que la personnalité des joueurs, ça joue en tant que tel, mais ne focalisons pas tout sur les individus. Hein, que ce soit aujourd'hui chez vous pensez qu'en chassant Claude Leroy, le football togolais va évoluer? Moi, je ne pense pas. Tant que les gens seront traumatisés, sans que les gens auront beaucoup de rancune et de rancœur, vous pensez qu'ils vont s'engager pleinement à jouer? Et imaginez, si vous êtes un joueur et vous voyez, hier, on a jeté des cailloux à Chéri Adebayor. Vous croyez que ces joueurs-là seront encore à même d'être, comment on dit, psychologiquement libres? Parce que le football, pour jouer au football, il faut être psychologiquement libre. Hein. C'est un peu comme la danse. Quelqu'un qui est crispé, qui est timide, il n'arrive pas à danser. Le football, c'est pareil aussi. Un footballeur, c'est quelqu'un qui vraiment, qui fait des voltiges, qui fait ceci, qui fait cela. Maintenant, vous jetez des cailloux à vos champions. Mais vous imaginez pas cette pesanteur-là. Ce qu'on vient de semer encore sur les autres joueurs. Bon, non, moi, on savait aussi qu'Adebayor, depuis un bon bout de temps, a perdu l'estime. Hein. En tout cas, petit à petit dans l'opinion, par rapport à ses prises de position antérieures, par rapport à son jeu qui n'emballe plus tellement. Vous savez, depuis, il marque plus. Ça fait la dernière fois qu'il a marqué avec la sélection togolaise, on a rappelé samedi dans notre émission, c'est depuis 2015, son but avec les éperviers. Alors, non, je crois que les gens ne lui pardonnent pas ce qui s'est mêlé à la politique. Moi, je crois. Ouais. Ne nous voilons pas la face. Il a fait des déclarations lui-même. Tout le temps, il est sur WhatsApp, il dit des choses qui... Non, en fait, le Togolais est devenu violent. Et nous, Stars et nous-mêmes. Le Togolais, en parole et en action, il devient de plus en plus violent. Merci beaucoup, Gérard. Alors, tout à l'heure, Michel disait qu'il faut qu'on sévisse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tape dans le tas, c'est ça, non? Alors, qui peut aujourd'hui sévir? Mais le gouvernement. Il y a un auditeur qui nous dit que lorsque le premier responsable laisse faire et ne dit rien, le gouvernement. Qui peut sévir? Vous savez, je suis désolé quand vous dites que quels sont les 600 millions à faire avec le football. Je pose une question. Non. Ce qu'on a vu hier sur la pelouse, Eric, je me demandais où est-ce que les 600 millions ont joué le rôle. Je me pose juste une question. Les 600 millions ont joué et continueront par jouer sur le football togolais. Ça, on n'a pas besoin d'un marabout pour nous expliquer ça. Ça saute aux yeux. Vous savez, depuis notre qualification à la Coupe du Monde,
vous avez vu comment la ferveur nationale, oui, l'engouement que ça a depuis 2004, 2005, autour des éperviers, 2006. Autour des éperviers. Mais est-ce que, honnêtement, Eric, les confrères ici présents, est-ce que tu sens la mobilisation des éperviers ces dernières années? Hier, on avait match, mais on ne savait pas qui a match. Même les championnats bien c'est quelques années, tu vas retrouver. Moi, j'étais un fan des stades. Les gens trouvent que si certains Togolais pensent que c'est le football qui va les permettre de s'enrichir, mais qu'ils s'organisent, qu'ils se débrouillent seuls. Ils ne sont pas complices. Bon, moi, j'ai regardé le match Bénin-Gambie, mais je n'ai pas regardé le match Togo. Alors que je suis Togolais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, à partir de ce qui s'est passé et que nous sommes éliminés avec le même club de loi très tôt, en 2017, nous sommes revenus. Avec tout ce que nous avons eu comme compte rendu, il y a beaucoup de Togolais, des femmes, des mordus même des fermiers, qui aujourd'hui, il y a un auditeur qui disait que certaines prières pour que... Oui. Il y a des gens qui sont désintéressés. C'est-à-dire que quand Dieu est épervier équipe nationale, il y a des révoltés jusqu'à présent, parce qu'ils estiment que comment ça peut se passer ainsi. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, pour un match... on n'a pas retransmis le match. Il y avait le ministère et la fédération qui se jetait un peu la guerre comme ça, sans qu'il y ait personne pour les discipliner. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays qui se veut sérieux et que des choses comme ça se passent et que personne ne dit rien? Parce qu'on veut protéger des gens, on veut amadouer des gens, on ne comprend pas pourquoi ça doit continuer ainsi. Et vous savez, nous avons des problèmes au niveau du football. La dernière fois que nous avons joué contre la Gambie ici, nous avons eu à commenter ici, il y avait vraiment l'eau un peu partout sur le terrain. Bien sûr. Mais comment tu peux imaginer les Togolais se plaignent beaucoup plus de leur stade que des Gambiens? Les Gambiens ont joué ici et ils étaient à l'aise. On a vu les Algériens hier. On a vu les Algériens, ils étaient à l'aise. Ils ont mis 4 buts. Et malheureusement pour eux et heureusement pour nous, on les a battus chez eux. Où il n'y avait pas trop de problèmes sur le terrain. Pour dire que nous, notre problème est ailleurs. Bien. Au niveau de l'encadrement technique, au niveau du ministère des Sports, au niveau de la fédération. Tant que le gouvernement ne va pas coller des gens pour les discipliner, pour les montrer que non, les éperviers appartiennent à l'État. Pas des individus qui peuvent faire ce qu'ils veulent, piller l'argent comme ils veulent, et que vous sortez d'ici, vous allez les voir. Normalement, le ministère des Sports, la Fédération de football, le président du comité de gestion de CAN 2017, ils doivent être mis à la barre. Le gouvernement doit chercher à comprendre comment tout ça est, sanctionner sévèrement des gens pour décourager les éventuels candidats à cette basse maison. Merci. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on peut quand même saisir véritablement dans ce foot-là, Jacques? Il y a un auditeur qui nous dit ceci, au Togo, ce que je constate est que les dirigeants togolais n'ont aucune ambition pour le développement de ce pays dans tous les domaines. Donc, il est temps qu'on dise ça suffit. Voilà. Non, je crois que je voudrais prendre un peu à contre-pied ce que Gérard dit tout à l'heure. Quand il dit que il faisait allusion entre les 600 000 et les joueurs, je crois que c'est 600 millions par rapport aux joueurs. Ça, c'est une comparaison qui ne tient pas. Parce que ce qu'on sait, les joueurs ont été traités. Les joueurs ne sont pas plaints du fait qu'on n'a pas payé leurs primes et tout ça. Les joueurs ont été payés. Mais je crois que là où peut-être il faut blâmer les gens, c'est au niveau de ceux qui ont géré les 600 millions. Mais je crois qu'on ne peut pas faire un lien entre les 600 millions et les joueurs qui n'ont pas bien presté. Ça, on ne peut pas faire cette comparaison. Aujourd'hui, si on dit que M. Claude Leroy n'a pas su bien faire, il n'a pas fait. On a vu presque dans toutes les équipes du monde. Hier, il a dit qu'il prend toute la responsabilité de ce qui s'est passé hier. Mais s'il assume la responsabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu. Il faut se dégager. Mais prenez l'Algérie. Je crois que l'entraîneur a dû démissionner malgré que l'équipe avait eu un succès. Donc je crois que quelque part, il ne faut pas s'attarder, s'accrocher à faire des déclarations. Mais il faut poser un acte pour qu'on puisse voir qu'effectivement ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire par rapport aux propos que vous tenez, mais ça tient la route. Et il y a une cohérence. Au limogeage de Claude Leroy aujourd'hui. Mais c'est à lui-même de dire que non. On lui a dit qu'il ne partirait pas.
Bon, écoutez, mais qu'ils nous disent ce qu'ils veulent au juste. Aujourd'hui, hier, il faisait la déclaration en disant que non, que lui sait qu'on a encore une chance au Bénin. Mais est-ce qu'il n'est pas Dieu pour dire ça? Les gens sont venus ici au Togo, on a vu ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est au Bénin qu'il pourra faire un miracle? Bon, on ne sait pas. Nous sommes des chrétiens, on croit au miracle, mais quand même, il faut d'abord qu'on puisse voir l'effort que les autres sont en train de fournir pour qu'on puisse tirer une conclusion. Donc aujourd'hui, parlant des 600 millions, c'est vrai qu'il y a un problème, mais je crois que Michel parlait tout à l'heure du gouvernement. Je crois que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités parce que celui qui a commandité l'audit, c'est quoi? C'est le gouvernement. Ils ont actuellement également les résultats de cet audit, mais ça a eu de sévir. Mais s'ils ne veulent pas sévir, qu'est-ce que vous voulez? Je ne pense pas que c'est un joueur ou bien une population qui va aller sévir à la place du gouvernement. Monsieur, nous allons marquer une courte pause et nous allons continuer ce débat-là tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères. Nous avons encore 5 à 6 minutes à passer sur ce sujet avec Elomati Sogbe, Jacques Diakouti, Gérard Ouessan et Michel Tchaga. Oui, et l'homme aujourd'hui, il va falloir rebâtir l'équipe complètement avant ce match contre le Bénin parce que c'est à mars l'année prochaine. Hein. Bon, avant le mars contre le Bénin, je suis pas sûr, mais rebâtir l'équipe nationale, oui, parce que c'est la mission qu'on a confiée à Claude Leroy, sauf qu'il le fait de façon maladroite, je pense, parce que avec Claude Leroy, presque tous nos joueurs, Serge Akakpo est parti en retraite, Serge Gaspé est parti en retraite, Alexis Romao ne joue plus parce qu'il a une bisbille avec le sélectionneur. Donc toutes nos pièces maîtresses aujourd'hui pratiquement sont dehors parce que Floyd Haïté qui, quand il veut, il simule une blessure, il vient quand il veut, il joue au foot. Donc vous voyez que l'entraîneur même n'est pas en odeur de sainteté avec son équipe. Et puis Claude... Et hier, on a avec une défense expérimentale aussi et on a vu les résultats. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous avez un entraîneur qui sort des projets du grain de star, il s'y plaît dedans, il lance des trucs, mais sans qu'on voit véritablement l'aboutissement de ces projets, il dit qu'on est en train de reconstruire le football togolais. On reconstruit le football togolais, mais quand vous prenez le championnat national de football de première division, il y a des défenseurs qui sont là et qu'on pouvait quand même aligner ou qu'on pouvait même expérimenter sur bien des matchs, mais on ne l'a jamais fait. On se contente des binationaux qui viennent souvent. Il y a des gens parmi ces binationaux qui nous mettent des buts et qui jouent bien, on est content, mais il y en a quand même qui n'existent pas. Hier, moi, j'ai été déçu de Kouloun Makri, mais écoutez, mais pour une première, moi, franchement, je me demande si c'est véritablement un joueur, parce que le haut niveau, ça ne pardonne pas. Vous avez les montées inopinées de Mahrez, par exemple, dans son couloir, qui l'avale totalement quelqu'un qui joue à Manchester City, et face à quelqu'un qui joue à Dito FC de Lomé, mais il n'y a pas match, c'est-à-dire qu'on vous avale proprement. Et donc, Claude avait mis en place une défense expérimentale avec un gardien qui était totalement dans la rue, je l'ai dit tantôt, et quand vous prenez même le milieu de terrain où on avait mis des joueurs qui avaient quand même envie de jouer au foot, on avait mis Adeba devant, mais franchement cette équipe là, dans tous les compartiments, comme je l'ai dit, elle n'avait pas joué, elle n'existait même pas, c'était une équipe sur papier. Oui. Donc ce qu'il faut aujourd'hui combattre autour de l'équipe nationale, c'est le business qu'il y a autour des éperviers, parce que des gens sont convoqués parce que il y a quelqu'un qui doit prendre une prime dessus, et des gens sont là parce que après moi je suis là, j'observe si le Togo est éliminé, on va tirer toutes les leçons. Il y a des gens qui sont là pour faire du business sur les convocations. Il y a des binationaux qu'on convoque, la prime de campement vous la partagez à 2 ou à 3, le sélectionneur prend une partie, quelqu'un prend une partie, et l'autre, je parle en général, je ne cite aucun nom pour le moment. Je dis, il y aura un moment où on va débattre de tout ça. Parce que, pour le moment, on se tait sur beaucoup de choses. Il y aura un jour où on va ouvrir le grand dossier, où tout le monde va se reconnaître à travers ce business des binationaux, encouragé par des médias internationaux qui font la pluie le beau temps ici en disant que non, on est là pour faire un reportage sur le foot togolais, ça évolue bien sous Claude Leroy, il y a tel joueur qui est ici, on le convoque, il vient, on prend la prime de campement, on divise en 3, quelqu'un prend une partie, l'autre prend une partie, le joueur même prend une partie, on gagne, par exemple, on dit prime de victoire, le joueur est là, il prend seulement le cas de ce que les autres devraient prendre, et tout le réseau se partage des sous. Donc, on va revenir dessus parce que tout ça, ça pourrit l'ambiance au sein des éperviers, parce qu'on ne peut pas permettre que des joueurs viennent dormir à l'hôtel de février aux frais du contribuable, et puis que le sélectionneur se permette de nous servir ça sur une pelouse en nous disant que non, que toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, il y a cet auditeur qui semble rejoindre Michel et Gérard sur la question des 600 millions. Je suis Togolais, les 600 millions ont agi sur moi, les joueurs sont des Togolais. Pourquoi pas sur eux se demande donc l'auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit, il y a tellement de messages ce matin sur le sujet. Alors, l'entraîneur et Adebayor doivent partir
Et ça même, nous, la jeunesse, nous pouvons battre des pavés pour faire entendre raison à l'autorité. La manière dont aussi on fait venir les joueurs n'est pas connue. On se rappelle que l'entraîneur avait refusé de convoquer le meilleur buteur du championnat passé. On a vu où avec un monsieur qui ne convoque que des connaissances des gens qui l'ont mis là-bas, dit donc l'auditeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, oui, enfin, c'est ce que l'auditeur nous envoie. Quand quelqu'un est payé 25 millions et ce sou est parti, et ce sou en partie sert à ceux qui l'ont amené, croyez-vous qu'il peut démissionner facilement? Que le roi est consultant de Canal+. Le président de Canal+, est le détenteur d'une partie du port autonome. Allez savoir, dit l'auditeur, un autre auditeur qui nous dit la défaite des éperviers est due à la présence de Cheikh sur la pelouse. N'oubliez pas que nous sommes des Africains. Il avait dit qu'il ne va plus jouer à cause du mauvais état de la pelouse. On devrait prier d'abord. Et pourtant, il y avait eu les parfaits qui ont prié entre-temps quand même. Hein. Alors, un autre auditeur qui nous dit, alors, si les gens ont rien à dire, qu'ils laissent le cœur des Togolais s'apaiser. Les 600 millions n'étaient pas pour donner aux joueurs. Entre les voleurs des 600 millions, Claude Leroy, quelle est la différence? Dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit, pouvez-vous nous donner le nombre de victoires des éperviers depuis l'arrivée de Claude? On l'a dit tout à l'heure, Claude a gagné 8 fois, il a fait 8 matchs nuls, il a fait 9 défaites. Je jure que si Claude ne démissionne pas, pas de qualification pour le Togo, que j'aime trop. Je souffre, nous dit l'auditeur. On comprend l'amertume ce matin quand même de nos auditeurs. Gérard d'abord. Non, moi, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas compris dans cette histoire-là. Moi, je reste... Vous ne les comprenez pas ou vous refusez de les comprendre? Non, je ne les comprends pas. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que quand on met en place un bon système de gestion dans une société, alors tout marche bien. C'est comme le code de la route. Aujourd'hui, vous faites un accident, vous dites, ah, tel piéton a fait ceci, et le motocycliste n'a pas le droit de faire ça, on se gifle et tout, alors que vous résignez à mettre en place un code de la route. Dès qu'il y a un code de la route, on dit priorité à gauche. Quand le feu est rouge, on s'arrête. Quand le feu est vert, celui-ci passe. Mais quand les choses sont codifiées, vous allez voir, tous les hommes se conforment au risque ou bien par peur de se faire sanctionner. Mais est-ce que notre football, la gestion de notre football est codifiée? Est-ce que la gestion de notre football a un bon système, évolue dans un bon système? Moi, je dis non. Quand les gens truquent des matchs, l'affaire ne vient jamais à la justice. 600 millions disparaissent, personne ne paye. Ceci fait, il y a toujours l'impunité. Est-ce que vous pensez que dans ce sens-là, Jacques disait tout de suite que les 600 millions n'ont rien à voir avec les joueurs, qu'ils ont été payés. Je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé de perdre 1000 francs le matin et à midi, quelqu'un vous donne encore 1000 francs. Vous pleurez les 1000 francs que vous avez perdu le matin. Parce que vous dites, ah, si on vous en donne un autre. Ben oui, parce que vous dites, ben, ça vous rappelle 2000 francs. C'est psychologique en fait. Et les hommes fonctionnent aussi comme ça. D'accord. Il faut voir le psychique de l'homme comme ça. C'est tout un amalgame. Ce n'est pas si facile. Tous les joueurs là que vous critiquez, regardez-les dans leur club. Parfois, ils brillent merveilleusement. Mais dès qu'on les amène ici au Togo, ben on commence à leur jeter des pierres. Bon, il y en a beaucoup qui ne brillent plus tellement. Hein. Et ça aussi, oui, je suis pas d'accord. Non, c'est pour ça que je suis retourné dans le passé en parlant de Salou Bassirou, tout ça là. Agassa et tout. Ils jouent bien dans leur club. Ils même jouaient très bien. Mais dès qu'ils arrivent ici, on trouvait toujours des raisons de leur jeter le caillou. Les Anglais disent free your mind. Il faut libérer les esprits. C'est l'auditeur qui nous dit, excusez-moi Gérard, nous devons laisser Adebayor tranquille. Le coach est venu tomber dans nos bêtises. Pour dire la vérité, nous sommes tous des sorciers et seuls les négatifs prient toujours l'échec. Et si le Togo se qualifie au Bénin, ces négatifs diront quoi? Personne n'est Dieu, ayons la patience et que chacun fasse sa part dans la vie. Ça, c'est ce que nous dit Ismaël, un autre auditeur qui nous dit Romao aurait pu suppléer l'absence de Jen hier. Claude s'aborde l'équipe au nom d'un orgueil contre Romao. Tous les binationaux sont performants. Je suis désolé pour ce qu'en pense Elom Atisogbe, d'accord. Elom peut-être vous répondra tout à l'heure. Pour moi, il faut bien prendre soin des joueurs. Si on peut juste donner 10 millions des 25 millions chaque mois aux joueurs autochtones pour les encourager, on verra que l'entraîneur n'aura pas besoin de sortir de sa villa pour les entraînements. Les joueurs eux-mêmes pourront tout gérer. Nous, Togolais, quand on est bien payé, le résultat est visible. Dit l'auditeur, un dernier, qui nous dit que le roi doit être viré. Voilà. Enfin, sinon,
on deviendra tous tortionnaires. Je pense que c'est ce qu'il a écrit. Non, d'accord, excusez-moi. Tensionnaires. Parce que hier, justement, il y avait beaucoup d'entre nous qui n'avaient pas tenu. On n'a même pas fini de suivre la première mi-temps. Parce qu'on a pris 3 buts en 30 minutes. C'est horrible. Oui, Eric, pour compléter ce que vous avez dit, hein, j'ai lu hier sur Taxi Premium, votre groupe WhatsApp, là, quelqu'un qui dit que lui prie beaucoup que le Togo ne gagne pas pour qu'on ne mobilise pas ses fonds, car le Togo sera qualifié à la CAN. Pour qu'il y ait encore de 600 millions qui disparaissent. Oui, pour qu'on ne mette pas on n'augmente pas le prix de la bière, du ciment, tout ça là. Lui prie que le Togo ne soit même pas qualifié pour que on ne soit pas obligé de mobiliser des fonds qui seront volés. Je te donne la parole aux auditeurs tout à l'heure qui se prononceront sur le sujet lorsqu'ils sont à 12h40, non, 12h20 minutes, excusez-moi, ce sera sur le 93, 96, 99 ou le 99 20 09 59. Nous allons parler maintenant d'un sujet particulier, ça concerne l'enseignement. Non, oui. je vais placer mon par rapport à... D'accord. Juste après vous, on parlera de l'enseignement avec les linguistes. Oui, l'objectif d'une équipe nationale dans un État, c'est quoi? C'est pour donner la joie aux gens. Quand les joueurs jouent, ils ont leur prime. Mais nous, on a la joie, on partage la joie. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Ici, ce qui nous reste encore en commun, c'est les éperviers. C'est notre équipe nationale qui est chargée de nous donner la joie. Mais est-ce que, avec l'arrivée de Claude Leroy, est-ce que cette équipe nous donne la joie? Non. Les éperviers ne nous donnent pas la joie. Oui. Et si vous vous rendez compte, les éperviers, c'est l'une des rares équipes nationales à qui on paie les primes de campement. C'est absurde. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est annulé dans les gens viennent d'équipe nationale. Les gens reviennent, ils sont logés, nourris, véhiculés, et qu'on dit qu'on les paie Je vais arriver à cette conclusion que l'équipe nationale au Togo crée beaucoup d'ennuis économiques. Hein? Notre équipe nationale nous crée des ennuis économiques. Ça crée des problèmes obligés de l'État. Pour rien du tout. Alors que nous avons d'autres besoins. On cesse de nous faire comprendre que c'est comme avec notre équipe nationale, le Togo sera développé. Le Cameroun a eu combien de Coupes d'Afrique des Nations? Mais c'est l'un des pays les plus pauvres. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous prenez Claude Leroy. Vous avez écouté hier d'une chaîne internationale. On dit non, que bon, Claude Leroy connaît la voie qui mène à la qualification et qu'il y a le Bénin et que chose. Bon, on parle comme si le Bénin, eux, ils ne pensent pas comme nous. Ça dit que c'est le ventre mou pour passer, pour les Togolais, pour passer. En même temps, alors le roi nous a fait une démonstration ici. Hein, la Gambie est venue nous neutraliser partout. On est allé en Gambie, on a gagné 1-0. Et on peut remettre ça. Oui, mais on peut être inquiet aussi. Il y a un auditeur qui le disait. Laissons les calculs. On veut les gens. Bien. On veut que les gens travaillent pour être qualifiés. Laissons les calculs. Pourquoi on était en 2017 parce que c'est sur calcul. Normalement, on doit gagner, puisque les gens sont follement payés pour ça. Et donc, moi je dis une chose, quand vous prenez les gens qui ont lancé les projectiles à Adebayor, ce n'est pas normal. C'est notre Adebayor, même si aujourd'hui ses prestations sont en deçà des attentes des femmes, mais on sait qu'il nous a fait, il nous a donné la joie, le boom dans nos cœurs. On ne peut pas oublier ça. On doit le respecter. Mais lui aussi, là où il est là, il n'a qu'à se mettre au tribunal de sa conscience pour voir qu'il a des antécédents avec les supporters. Il raconte de n'importe quoi. Après, avec l'espérance qu'il a, l'âge qu'il a, il doit quand même avoir de la hauteur. Et puis, rappelez-vous, si vous pensez que c'est vos stars anciennes, vous allez les conduire jusqu'à ce combien, mais on a dégagé les trophées de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a eu la Coupe des Nations. Donc, il faut à un moment donné que les gens comprennent ça. Merci beaucoup, Michel. Voilà. On dégage Adebayor. Je ne l'ai pas dit. Je vais faire parce que là, si on vous écoute très bien, vous devez le dire. Moi, ce que j'aimerais dire, une minute sur l'aspect organisation du match. C'est important aussi parce que quand on organise un match, il va falloir voir les conditions dans lesquelles le match est organisé. Moi, je suis un peu déçu de la manière dont ça se passe depuis quelques matchs déjà. Hier, on a constaté également le terrain était plein. Il y a des gens qui avaient des tickets qui étaient restés dehors, mais il y avait quand même une entrée, comme on le dit, au niveau de la frontière du Ghana. Il y avait des beat lines, je crois, non? Oui, et voilà. Donc, il y avait des gens qui passaient par des lieux qu'on ne connaît pas pour entrer au stade, alors que d'autres avaient des tickets. Les gens passaient par là pour entrer gratuitement.
Oui, ça s'est passé. Et puis, il y a un journaliste ghanéen qui s'est amusé. Gratuitement, et l'homme. Oui, mais il y a un Peut-être que certains se sucraient. Et il y a un journaliste ghanéen qui s'est amusé sur une antenne hier au Ghana pour dire que mais il y a plein de gens qui avaient des tickets d'air, mais lui il est passé pour entrer. Il ne sait pas comment il a fait, mais il ne faut pas qu'on lui demande s'il est sorti, mais qu'il a suivi le match gratuitement. Donc c'est un peu la boutade, mais il faut qu'au niveau de la FTF on puisse savoir choisir ceux qui véritablement organisent nos matchs. Nous aurons l'occasion forcément de revenir sur tous ces sujets-là. Les auditeurs prendront toujours la parole tout à l'heure pour en parler. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple, on va finir là-dessus, vous ne voulez pas créer des centres de formation pour le bas âge. Demandez aux Sénégalais, ils vont vous dire qu'ils ont Djemba, Génération Foot. Demandez aux Ivoiriens, ils ont AFEC, Seoui Sport, de San Pedro, Africa Sport. Aujourd'hui, il y a quel centre de formation digne de ce nom au Togo en football aujourd'hui? En fait, cet auditeur a raison, parce que au fait, c'était entre autres rôles assigné à Claude Lomé. Il est venu, il s'est rendu compte que les éperviers pouvaient utiliser les éperviers pour faire du business, les affaires, pour avoir beaucoup d'argent. Messieurs, merci beaucoup. On va parler maintenant, je voulais qu'on parle de l'éducation, de cette histoire de concours à l'université qui crée un petit problème avec les linguistiques et qui s'énervent. On va peut-être y revenir un peu plus tard, mais la question de la sécurité, pourquoi est-ce qu'il y a des braquages chez nous à Lomé, donc on ne cherche jamais, en tout cas qu'on ne trouve jamais, presque jamais, on m'a dit de ne pas dire jamais, mais presque jamais, ceux qui font commercer forfait la Jacques? Bon, vous savez, quand on parle de braquage, quand on parle de vol aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas parler de faille au niveau du système sécuritaire. Mais vous savez, les voleurs sont comme l'air, vous ne pouvez pas les saisir comme ça. Et puis, les gens connaissent également aujourd'hui des endroits où ils savent que quand ils braquent, ce sera difficile qu'on puisse les arrêter. C'est-à-dire que c'est des gens, au jour le jour, ils fouillent et ils savent comment essayer d'éviter les forces de l'ordre de sécurité par rapport à certains endroits quand ils volent. Et l'autre aspect également, il ne faut pas oublier les complicités également au sein des banques, des institutions financières de notre pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Non, c'est-à-dire qu'il y a des complicités. Prenez le braquage qui a eu lieu, je crois que c'était la semaine passée. Oui, mercredi passé. Mercredi passé, le gars, il allait prendre l'argent au niveau d'une banque. Il était en train d'aller à l'aéroport, c'est au niveau de la lagune là-bas qu'on l'a braqué. Donc c'est pour dire que... Il a été suivi depuis la banque. Il a été suivi depuis la banque. Comment est-ce qu'à la banque, on sait que quelqu'un a pris, en tout cas, à part le banquier qui a remis l'argent, qui savait qu'il a pris 10 millions? Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a des complicités. Il y a des complicités. Et l'autre aspect également, vous savez, il y a des braqueurs professionnels. Eux, quand ils se réveillent le matin, ils s'habillent bien, vous les voyez bien cravatés, bien chaussés. Ils rôdent autour toujours des banques. Quand vous les voyez, vous allez croire que c'est des personnes qui sont venues pour prendre de l'argent, mais c'est des gens qui attendent toujours une proie. Lorsque la personne prend de l'argent, vous les voyez d'un seul coup, ils sautent sur la moto et ils suivent la personne. Donc il y a également ces aspects aussi. Et l'autre aspect également, c'est les complicités. Même au sein des banques, il y a également ces complicités-là. Parce que le braquage qui a eu lieu à Ebel la fois passée, il y a quelque part, il y a une complicité. Parce que il y a beaucoup de véhicules qui passaient le jour-là. Parce que moi, je suis passé à peine quand la chose s'est passée. Donc c'est pour vous dire que quelque part, des gens ont su que ce monsieur-là allait prendre de l'argent et qu'il se dirigeait effectivement vers l'aéroport. Ils l'ont coincé au niveau, si vous voyez, là où ils l'ont coincé, vous savez que le monsieur ne pouvait plus rien faire. Donc quelque part, moi je dis une fois encore, ce n'est pas la faille au niveau de la sécurité, mais c'est des complicités qu'il y a. Il est important que, Togolais que nous sommes, nous puissions coopérer avec les forces de l'ordre de sécurité si nous voulons effectivement démasquer ces voleurs, démasquer effectivement ces braqueurs. Gérard Rouissan, est-ce que vous êtes en sécurité aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe là? Moi, je suis en sécurité parce que j'ai rien. D'accord, parfait. Je ne prends jamais plus de 20 000 autres, je n'en ai pas. Bon, ce que moi je pense, quand Jacques dit qu'il y a complicité auprès des banques, moi je suis un peu dubitatif parce que quand vous voyez le modus operandi de ces gens, leur mode opératoire, c'est des gens qui ont bien préparé leur coup. Moi je vois mal quelqu'un à qui on dit, bon, quelqu'un vient de prendre 13 millions et rapidement ils arrivent à s'organiser, aller prendre une arme, prendre une moto et puis aller l'enlever. Non, ça il risque de tomber très vite. Je pense plutôt que ceux qui sont allés prendre l'argent là,
ils ont dû causer avec certains amis de leur entourage. On sait qu'ils vont voyager, ils vont aller prendre le sou à tel moment et on leur a préparé le coup. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais qu'un caissier ou bien gérant d'une banque rapidement informe quelqu'un, ce serait un peu trop sur le... Et moi, ça m'étonnerait, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible, mais ce serait quand même bizarre. Mais la police togolaise, on a toujours dit, ici dans ce studio aussi, que la police togolaise, elle est superbe, elle est incontournable, elle est bien formée et tout. Mais vous voyez, quand on prend les cas, tous ces cas de braquage là qui n'ont jamais été élucidés, moi je commence à... En tout cas, j'ai toujours dit que la super police togolaise, ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'un cliché. Et là, les faits sont en train de me donner raison. Ben, maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est le mobile de ces gens-là. Aujourd'hui, le mobile, c'est d'aller prendre de l'argent. Si demain, le mobile devenait un mobile religieux, par exemple, donc vous convenez avec moi que des gens seront capables de nous tuer, de tirer dans le tas et de disparaître sans qu'on ne les prenne. C'est là où moi je dis que la société togolaise, elle est malade. Les crises politiques, il est grand temps de les régler. Sinon, à un moment donné, plus personne ne pourra contrôler ce pays. Non, mais est-ce que ce qui se passe là, ça a un rapport avec les crises politiques dans la réalité? Oui, mais ça a un rapport avec les crises politiques. Je vais dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Mais dans la tête de beaucoup de gens, les gens se disent, mais est-ce que les soldats eux-mêmes ne sont pas impliqués dans ça? Vous conviendrez avec moi? On entend ça, oui. Beaucoup en parlent. Ça, oui. Quand vous entendez tirer quelque part, même quand vous voyez la personne en train de voler... Qu'est-ce qu'il y a le Kalachnikov dans ce pays? Voilà. Même quand vous voyez quelqu'un en train de voler, vous demandez, mais est-ce qu'il faut l'attaquer? Est-ce que ce n'est pas un soldat par hasard? Parce que c'est dans l'esprit des gens. Les gens n'ont plus confiance en leur armée. Les gens n'ont plus confiance en leur gendarmerie, ni à la police. Quand c'est comme ça, quand ça tire, ben, la première des choses, c'est d'aller vous cacher. Parce que personne ne viendra à votre secours quand vous pensez, vous avez dans votre subconscient que ça peut être votre propre armée qui fait cela. Moi, je crois qu'il faut régler cette crise politique, remettre la confiance entre le citoyen et les forces de l'ordre. Sinon, des gens vont en profiter pour nous infiltrer. Je le disais tout de suite, quand un jour, des gens auront des mobiles religieux ou politiques et auront des armes, ils vont semer la confusion sérieusement parmi nous. Mais si la crise politique est réglée, quand ces gens-là vont venir, même moi, Gérard, je serai capable de me mettre à côté de nos soldats pour maintenir la sécurité dans mon pays. Parce que c'est mon pays. Même sans formation, vous pouvez y arriver. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Hein. Quand vous volez, c'est une vieille dame retraitée là qui appelle la police. Ah, j'ai vu un monsieur un peu bizarre là, on vous dit. Ici, quand quelqu'un voit ça, il se tait. Parce que quelque part, on est complice même. Les gens ne veulent pas que le pays marche. Les gens essaient de questionner un peu. Comme ceux-là qui peuvent prier que les éperviers perdent. Exactement la même chose. Beaucoup sont dans cet état d'esprit-là. On va tout faire pour que ce pays-là soit saboté. Oui. Quelqu'un qui mange une banane, il voit une poubelle et jette la peau de banane à côté de la poubelle. Parce qu'il veut que la ville soit sale, parce qu'il veut qu'on ne dise plus l'homme la belle. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, pour les braquages, c'est un groupe bien organisé qui ferait partie de l'armée. Je ne sais pas quelle preuve il a, qui s'adonne à ce sale besogne. J'ai fait des investigations et mes enquêtes aussi. Bon, ça, on ne laisse qu'à cela à vous. Michel Seigneur, est-ce que la situation avec la répétition des faits, est-ce que ça ne devient pas inquiétant sérieusement? Surtout que l'autorité ne nous dit rien autour de ce sujet. Mais ils sont en train de faire des enquêtes. C'est ce qu'on va vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une sécurité zéro dans aucun pays au monde. Oui, ça on le dit souvent. Mais c'est de faire en sorte que ceux qui nous gouvernent puissent mettre assez de moyens pour protéger les populations que nous sommes. Parce que, justement, on n'est pas à l'abri et il y a des gens, des individus mal intentionnés qui s'organisent pour semer... en tout cas le bordel, pour semer la pagaille dans toute société. Et donc, aujourd'hui, quand vous prenez le dernier fait, c'est le braquage de ces commerçants-là, en plein jour. Hein. Oui. Ils n'ont même pas voulu profiter des ténèbres de la nuit. C'est en plein jour. Ça veut dire que c'est des professionnels. C'est pour la première fois qu'on braque en plein jour. Oui. À l'aéroport, oui, au grand marché avec le marché, oui. Et puis là.
c'est inquiétant, surtout que les fêtes de fin d'année s'approchent. Et on sait au Togo que quand les fêtes s'approchent, on vit une recrudescence de ces actes de braquage. Et surtout que les Togolais vivent très mal actuellement. Les gens n'ont pas assez de moyens pour vivre. C'est sûr qu'aussi que les voleurs, les braqueurs aussi vont vouloir profiter aussi pour se tirer d'affaires. Et donc, il revient à ceux qui nous protègent de redoubler d'ardeur, parce que quand vous sortez, vous rencontrez peut-être, avant d'arriver ici, vous voyez peut-être deux véhicules de police ou de gendarmerie ou même de militaires. Parce qu'avec la refondation, on a l'impression que les forces de sécurité, les forces de l'ordre et de sécurité, elles sont beaucoup plus visibles à tout moment et partout. Vous comprenez? Même ça n'empêche pas ces individus mal intentionnés d'opérer. Alors, on se pose la question, qui sont-ils? Voilà, c'est là où, aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, l'incendie des mosquées, et jusqu'à ces derniers braquages-là, jusqu'à présent, on ne nous a pas encore dit que l'enquête avance ou on a mis la main sur qui que ce soit. Et on doit continuer comme ça. C'est inquiétant et pour les citoyens ordinaires que nous sommes, parce que pour certaines personnes, elles sont protégées, on les a affectées la sécurité. Et nous, ils sommes vraiment laissés à nous-mêmes. C'est ça, aujourd'hui, quand vous sortez de chez vous, vous vous posez beaucoup de questions. Parce que ces individus-là, ils sont partout. On ne sait pas à quel moment précisément ils vont opérer. Et donc, c'est l'inquiétude totale. Il revient maintenant au ministre de la Sécurité, au directeur général de la police et tous ceux qui ont l'appareil sécuritaire en main de redoubler d'ardeur. Nous savons les efforts immenses qu'ils font. Nous savons ce qu'ils déploient comme moyen pour lutter contre l'insécurité. Mais beaucoup de choses restent à faire et il faut qu'ils aient beaucoup de courage pour le faire. Très bien. Écoutez, il y a cet auditeur qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec Jacques qui parle de complicité au sein de la banque. Quel intérêt aurait un banquier à se rendre complice d'une telle criminalité? Et puis un caissier n'a pas le droit d'utiliser le téléphone au guichet. » Nous dit donc l'auditeur, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Il faut marquer une pause. Côté groupe autodéfense, qu'on a longtemps applaudi là. Bon d'accord, très bien. On va marquer une pause, après on revient sur le sujet. Retour en studio pour la dernière partie de Taxi Presse avec Gérard Ouessant, Michel Tchadia et l'homme à Tisogbe Jacques Diakouti. Mais avant, la liaison avec la rédaction de Taxi FM. Bonjour Amen Assignon. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Amen. Quel est le contenu de votre journal Taxi Midi? Eric, dans Taxi lundi 19 novembre 2018, on évoquera la loi de finances de gestion 2019. Les députés ont validé un montant de 1461 milliards de francs CFA. Se faire célébrer son mariage à la préfecture d'Aguanizé est désormais possible. Tous ont déjà fait l'expérience samedi en donnant le top départ. Ecobank a fait sourire les orphelins du centre SOS Village d'enfants samedi. C'était lors de la 6e édition de la journée consacrée à la Banque panafricaine. On en parlera également. Et puis, sport, les éperviers du Togo ont perdu hier face au Sénèque d'Algérie, 1-4 en clôture de la 5e journée des éliminatoires CAN 2019 de football. Voilà, Eric Lemenu. Très bien. Écoutez, on vous suivra religieusement tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Merci beaucoup, Amen Assignon, et à tout à l'heure. Retour en studio, on parlait quand même de l'insécurité à Lomé. Il y a un autre auditeur qui prend le contre-pied du dernier qu'on avait. Lui, il dit « Je confirme que les banques sont complices, peut-être indirectement. On nous a servi un montant de 10 millions au guichet qui fait face à l'entrée principale de la CIA. Mais imaginez-vous ». Bon, le message ne continue plus. Et l'homme a dit au par rapport à l'insécurité. Non, je pense qu'il y a un problème, c'est inquiétant, et mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme transaction électronique, il va falloir que les usagers, même les banques, les clients fassent très très attention. Il ne faut pas transporter autant de liquide sur soi. C'est vrai que on vous dira que bon, quand vous allez au guichet automatique de banque, quand vous ne pouvez pas prendre
un montant qui excède un certain chiffre. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont dans des affaires, ils ont besoin de liquidité pour pouvoir véritablement faire aboutir leurs affaires. Mais je pense quand même qu'avec l'insécurité qu'il y a, d'abord, aux usagers, j'aimerais demander beaucoup plus de précautions dans le transport d'une certaine somme d'argent. Maintenant, au niveau même de la police, de la gendarmerie, il faut qu'on puisse nous dire véritablement ce qui se passe. On ne peut pas comme ça en pleine journée attaquer d'honnêtes citoyens à l'arme lourde, parce que AK-47 et Kalash, c'est pas pour les petits. Et on s'amuse avec des Kalash, on braque des gens pour leur prendre 13 millions, on va à l'aéroport, on sème le bordel, on va au grand marché, on terrorise les populations. Et puis, il n'y a jamais eu de résultat. Moi, c'est ce que je trouve quand même bizarre, parce que ce qui s'est passé à l'aéroport, à ce jour, on n'a jamais eu de résultat. On a juste changé le commandement au niveau de l'armée, mais on ne nous a jamais dit comment ce qui s'est passé. Parce que les enquêtes sont toujours en cours. Oui, mais ça met trop de temps. Bon, je sais que il y a des enquêtes qui sont quand même longues, qui prennent du temps, mais je pense quand même qu'à un niveau donné, il va falloir qu'on puisse taper du poing sur la table. N'oubliez pas aussi l'assassinat qu'il y a eu au niveau du boulevard du Mono, en allant où le consul libanais s'est fait arroser proprement en pleine journée avec des gangs qui sont venus on a dit que c'était beaucoup plus un règlement de compte qu'un braquage, mais de toutes les façons, c'est des tirs à l'arme lourde et en pleine journée. Donc tout ça, je pense quand même que Lomé devient une destination qui fait peur, parce qu'on ne peut pas comme ça en pleine journée, surtout avec le Dune Business dont on a parlé entre-temps, qu'on a fait des efforts, etc., que les investisseurs sont là, mais si les investisseurs on ne peut pas circuler juste avec 10 millions de liquide sur soi, c'est qu'il y a un problème. Donc, au niveau de la sécurité, de la protection civile, il faut qu'on puisse redoubler d'efforts pour mettre tout ça hors du pays, parce que, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, même au niveau des banques, il se peut qu'il y ait des complicités. Oui. Et parce que la procédure au niveau des banques aujourd'hui est tellement lente et problématique qu'on se pose des questions. Votre propre argent, vous en êtes esclave. Et sur votre propre compte, vous venez, vous dites que vous voulez prendre tel montant, vous dites non, il faut patienter, il faut faire signer ceci, il faut faire cela, il faut aller ici, mais votre propre argent, vous en êtes esclave. Alors que le jour où vous venez faire le dépôt, ça passe comme une lettre à la poste. On vous dit, vous remplissez juste, vous payez 100 francs, et puis c'est très facile de déposer l'argent dans une banque, mais pour retirer votre propre argent, vous êtes soumis à une série de procédures. Quand vous dites que vous n'avez pas 100 francs, c'est pas grave. On va démarquer ça du montant que vous avez déposé. Très bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit qu'il est d'accord avec Gérard à propos des supposés groupes d'autodéfense. Qu'on demande au ministre Tchao, à part leur rôle au cours des marches, quels sont leurs rôles habituels, comme s'affirme que c'est leur jeune. C'est quoi leur métier, dit donc l'auditeur. Alors maintenant, je voulais qu'on parle de la politique. La politique avec tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Le gouvernement est prêt pour le scrutin législatif. Au niveau de la CENI, on est prêt également. D'ailleurs, vendredi, samedi et hier, la CENI a quand même respecté l'engagement d'accorder encore 3 jours supplémentaires à ceux qui n'ont pas réussi à se faire enrôler durant l'opération qui avait été donc réalisée il y a quelques semaines. Ça a été fait avec quand même des couacs par-ci et par-là. Aujourd'hui, la C14 a boycotté cela et dit ne pas s'associer à quelques processus que ce soit si les conditions ne sont pas réunies. C'est clair qu'on va à un scrutin législatif sans les partis de la C14, puisque la date de clôture de dépôt de candidature c'est aujourd'hui. Et sans carte d'électeur, vous ne pouvez pas déposer de candidature. Mais ce qui est pathétique, on a vu au cours de la manifestation de samedi, c'est des pancartes où on a appelé des noms comme le représentant de la CEDEAO à Lomé, le Béninois, Béhanzin, le général. Alpha Condé n'a pas été épargné non plus, d'ailleurs, en conférence de presse la semaine dernière. Et quand on met tout ça de bout en bout, Jacques, quel commentaire vous en faites? Non, je crois qu'il est important que les premiers responsables de la C14 puissent prendre quand même le dessus par rapport à la situation. Parce que vous prenez quelqu'un comme M. Béhanzin, vous prenez quelqu'un comme Kwasi Brou, vous prenez quelqu'un comme Alpha Condé, je ne vois pas en quoi on va s'attaquer à ces messieurs. Parce que, disons, soyons honnêtes, vous savez que depuis la crise, presque c'est ces personnes-là qui sont toujours venues au Togo.
qui ont rencontré la C14, qui ont rencontré également le gouvernement, et certains membres de la diplomatie qui sont ici. Donc je crois que si aujourd'hui on s'attaque à ces messieurs, je crois qu'on a quand même raté la cible. Parce que vous savez... On se trompe carrément de combat. Justement, parce que vous savez, dans toute relation, que ce soit internationale ou dans des relations privées, on a toujours ce qu'on appelle la diplomatie. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais vous mettre à dos de la communauté internationale. C'est pas possible. Et moi, ce qui m'étonne, vous savez, avant que on ne puisse accorder les 3 jours supplémentaires pour que les citoyens puissent s'enrôler, on a appris que c'est une discussion qui a eu lieu à Conakry entre le parti au pouvoir et l'opposition. C'est vrai que on les a pas mis ensemble, mais c'était quand même un sujet qui a été évoqué par le professeur Alpha Condé et qui disait qu'il allait revenir au gouvernement, et il ose croire que le gouvernement va accéder à leurs demandes. Et c'est ce qui fut fait. Et bon, on a vu patatras, les gens ont refusé de pouvoir aller s'enrôler, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de la C14 parce qu'on a appris que M. Tchassona a appelé les constituants à s'enrôler. Oui, mais il n'a pas quitté la C14 quand même. Oui, mais ce qui est sûr, lui s'est fait enrôler. Et puis l'autre aspect, c'est que il est vrai qu'il y a certains qui se sont fait enrôler également, mais qu'ils attendent qu'on puisse faire le transfert des inscriptions vers leur lieu de résidence. Mais je crois que nous sommes en train d'assister à l'élection encore de 2002 où l'opposition avait boycotté encore les législatives et a laissé le boulevard au parti au pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que ce qui se passe au niveau de la politique togolaise avec la C14 et le parti au pouvoir, moi je crois que les lendemains seront un peu difficiles par rapport à la situation politique. Mais je crois que la C14 gagnerait à pouvoir participer à ces législatives-là. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui les autres partis qui sont là, nous avons appris que certains iront à ces élections. Et vous savez, si les autres partis vont à ces élections, ce qui veut dire que la communauté internationale va valider ces élections. Ça n'a rien à faire. Parce que si aujourd'hui on nous dit que la CENI a déjà réceptionné l'encre indélébile qui va servir à ces élections, 40 000 flacons. Ce qui veut dire que le processus est enclenché. Je ne pense pas qu'on puisse encore revenir en arrière. Alors, pour quels résultats à la fin? Parce que la coalition a été claire la dernière fois en conférence de presse, en tout cas disant que la CEDEAO est en train d'amener les Togolais à l'abattoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard Ouessant, de tous ces sujets d'actualité politique aujourd'hui. La C14, c'est clair aujourd'hui qu'on est en train d'aller vers le boycott du scrutin. Hein? Oui, moi, je pense que vous avez tout dit en prononçant la phrase, mais pour quel résultat? C'est-à-dire que nous avons fait le recensement, on a commandé l'encre indélébile, on a fait ceci, on a fait cela, mais le résultat, ce sera quoi? Moi, je crois que le résultat sera... On mettra en place au moins une assemblée. Une assemblée nationale, et la crise va continuer, tout simplement. Moi, je crois que c'est des gens qui sont en train de jeter notre argent par la fenêtre. Parce que quand on organise des élections, c'est pourquoi? C'est pour légitimer un pouvoir, ou bien pour avoir un pouvoir légitime. Mais là, nous risquons d'avoir un pouvoir qui ne sera pas légitime, un pouvoir qui sera critiqué, un pouvoir en qui le citoyen ne va pas se reconnaître, et donc le citoyen ne sera pas un citoyen efficace qui va se mettre au travail. Alors pourquoi alors dépenser tant de milliards, rien que pour avoir des députés qui seront contestés et contestables d'ailleurs? Bon, moi je me dis, il est temps de mettre bas la terre et de s'adonner. Moi, ce qui me désole le plus au Togo, c'est qu'on ne fait plus de travail de réflexion. Vous voyez, tout le monde parle juridisme, le langage du juridique. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que le code électoral a dit? Qu'est-ce que ceci? Et quel nombre de députés? Tout. Mais personne ne réfléchit. Il ne faut pas qu'on me traite de philosophe, hein, mais personne ne réfléchit jamais aux fondamentaux même de notre société. Sur quelle base nous devons évoluer? Aujourd'hui, je crois que c'est un homme politique, qui disait ça sur France 24. Il dit les institutions n'ont de valeur que la valeur que ce qui les anime leur donne. Vous aurez beau avoir toutes les institutions, mais si ceux qui animent ces institutions-là sont corrompus, sont mauvais, sont animés de mauvaises intentions,
ça ne donnera absolument rien. La preuve, regardez au Togo, nous avons toutes les institutions, une bonne constitution et tout, et pourtant, le pays vit dans un marasme continuel. Est-ce que nous organisons des élections avec des milliards pour que le pays continue à rester dans un marasme qui fait que nous sommes toujours pauvres? Et vous avez tout de suite soulevé le problème de l'insécurité, mais qui vient s'ajouter à notre pauvreté. Avant, on n'avait pas l'argent, au moins on pouvait sortir pour boire le tchouk. Bientôt, on ne pourra même plus sortir pour boire le tchouk parce qu'on va craindre que quelqu'un vienne tirer dans le tas. Mais le Togolais devient de plus en plus malheureux. Quand nous confions notre destin, la gestion d'un pays au gouvernement actuel, est-ce que c'est pour nous mener vers cette situation-là? Moi, je dis non. Est-ce que le boycott, c'est la solution aujourd'hui? Parce que c'est ça aussi l'autre interrogation. Non, moi, je pense que les gens n'ont pas le choix. C'est pas un boycott, mais on n'y va pas parce qu'on sait que parce qu'on ne veut pas servir de faire valoir, c'est tout. C'est pas un boycott. Bon, en tout cas, au-delà du boycott, au niveau de la C14, on entend même empêcher la tenue de ce scrutin. Par quel moyen? On n'en sait pas trop. Vous accepterez jouer au football. Si l'arbitre dit vous n'allez pas porter de souliers, vous allez jouer pieds nus pendant que les autres auront des gaudias. On a déjà fait ça. Déjà, oui, bien sûr. Avec quel résultat? Oui, non, moi je dis qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, peut-être avec la journée, cette journée de 19, peut-être on va dire que on ne va plus parler, dire que est-ce qu'il ira, qu'il ne, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour. Oui. Et ça nous permet, c'est une journée très capitale, ça nous permettra de finir pour ne plus parler de qui va aller, qui ne va pas. C'est clair, vous comprenez. Et donc, on sait que à la où vont les choses, la C13 ou la C14 n'ira pas à cette élection, parce que c'est le dernier jour et selon les informations que nous avons en rentrant ici, bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien à se mettre sur la dent. Jusqu'au soir, on verra ce que vous vous rappelez en 2013. Quand 2013, les gens sont allés à 23 minutes moins une minute pour laisser leur dossier de candidat. On attend cette journée pour voir. Mais globalement, disons que ça veut dire que une partie de l'opposition n'ira pas. C'est une partie de l'opposition, une partie de l'opposition n'ira pas. Et je pense que je ne vois pas pourquoi ça va enlever la crédibilité du scrutin. D'autant plus que tout a été mis en œuvre pour que la C14 vraiment vienne prendre sa place. Je ne vais pas lister. Parce que excusez-moi, mais le débat en réalité, tout au début, ce n'est pas les élections, c'est une crise qui était là. Oui. Et donc on cherchait à régler la crise, d'où la médiation ou la facilitation de la CEDEAO. Oui. Alors on se pose la question aujourd'hui, si on va aux élections, est-ce que ça aura le mérite de stopper la crise? Ceux qui sont venus nous aider ont listé des travaux à faire, des tâches à faire, la feuille de route, dans laquelle se trouve aussi la date de 20 décembre. Bien sûr. Pourquoi on va chercher à régler certaines dispositions de la feuille de route, mais on met entre parenthèses la date du 20 décembre? Ça n'a pas de sens. C'est ça le problème. Est-ce que le 20 décembre ne fait pas partie de feuille de route? Ah voilà. Mais qu'on fasse là d'une manière concomitante. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau de la C14, on veut carrément qu'on oublie les élections et qu'on soit là dans des... C'est pas... qu'on soit là à régler d'abord la question des réformes, alors que la feuille de route dit que ça doit être fait avant même les élections. Qu'on soit là à appliquer seulement les mesures d'apaisement. Mais la date du 20 décembre ne les intéresse pas. Yeah. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'heure c'est qu'on a constaté qu'avec leur dernière sortie à Conakry, les choses ont bougé énormément. La CENI, le UFC est parti, et on a voté le reste des représentants de la C14 à l'Assemblée nationale. Il reste à aller prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Ils ont refusé. Bon, devant cette situation, que voulez-vous? C'est 13 partis ou 14 partis, mais on a 110, 115 partis dans ce pays. Je pense que c'est une partie de l'opposition qui a décidé de ne pas aller. Si les autres partis de l'opposition
vont avec UNIR, je ne vois pas pourquoi ce scrutin va souffrir de légitimité. Un auditeur qui nous dit, faisons preuve d'objectivité. Quelle CENI qui organise les élections? Tous, nous savons qu'il y a une crise de confiance, que le gouvernement fasse preuve de grandeur. C'est seule la CENI paritaire qui doit conduire le processus. C'est aussi simple. Dites-moi, le soleil change de trajectoire si les élections ne sont pas organisées le 20 décembre. Alpha Condé l'a répété sur France 24, c'est que ce n'est qu'une date indicative. Et le Mathis Ogbé, on donne la parole aux auditeurs. Bon, moi je pense quand même qu'il y a des erreurs que nos politiques font qu'ils ne devraient jamais faire. La dernière fois, lors de la marche de samedi, moi j'ai été sidéré, choqué, et quand même surpris de voir sur des pancartes la tête des personnalités, hein, quand même, de la CEDEAO exhibée avec des mots que je ne veux pas. Militants. Oui, mais je pense... Est-ce que ce sont les leaders? Non, mais les leaders doivent discipliner leurs troupes. On est aussi leader pour ça. On n'est pas leader parce qu'on se fait manipuler par la base. Quand vous êtes leader, vous dites aux gens, vous leur expliquez ce qui se passe. Le peuple ne discute pas avec les facilitateurs. C'est vous qui êtes au contact des facilitateurs. Et donc, ce qu'ils vous disent, c'est à vous de savoir les retransmettre fidèlement à la base. Et moi, j'ai été quand même sidéré parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, s'il y a blocage lors du processus électoral, la même opposition va écrire, ou la même classe politique écrire à la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO à qui on a décidé de confier la résolution du problème togolais. Oui. Et donc, il y a deux chefs d'État qui ont pris sur eux la volonté d'avoir le président ghanéen qui a pris sur lui la volonté, avant que la CEDEAO ne mandate le professeur Alpha Condé pour accompagner le président ghanéen. Donc, on a deux facilitateurs qui sont là, qui sont en train de gérer le processus. Et si, depuis le 19 août 2017 plutôt, on a eu des acquis aujourd'hui et qu'il y a un dégel, c'est à cause des travaux des facilitateurs. Il faut le reconnaître. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui vouer ces mêmes facilitateurs aux gémonies parce qu'ils se sont prononcés sur une partie sur les derniers développements de l'actualité. Et puis, on est même allé au-delà en jetant la pierre au groupe des 5 et à la diplomatie. Moi, je pense quand même qu'il y a de grandes erreurs qui se commettent dans ce pays. Je ne dis pas qu'il y a des ambassadeurs qui sont sains, il y en a pas, mais par rapport au dernier communiqué du groupe des 5, et moi, je ne vois pas pourquoi il y a autant de polémiques, parce que je me dis, quand, je l'ai dit tantôt sur un média la dernière fois, quand les gens rentrent dans la salle du 2 février, ce qu'ils se disent, c'est eux-mêmes qui savent. Ils ne nous le disent pas. Oui, mais il faut être fidèle dans ce qu'on dit, parce que quand c'est même personne... Vous savez ce qu'ils disent? Moi, je ne sais pas. Oui, voilà. Mais les observateurs, les diplomates qui sortent le communiqué, ils sont dans la salle. Ils voient, ils regardent. C'est pas derrière qu'on ne vient pas leur apporter ça. Et donc, quand vous prenez des communiqués, quand les gens écoutent, observent, sont dans la même salle que vous ne réagissez pas ou vous réagissez et qu'ils lisent et ils comprennent tout ça. Mais ils sont obligés de se prononcer à un moment donné sur l'actualité en disant, voilà. Maintenant, j'ai toujours dit sur ce plateau que quand des gens rentrent dans la salle du 2 février ou quand ils rencontrent les facilitateurs en offre, ils ne nous disent jamais ce qu'ils se sont dit. Bon, ils se contentent de nous dire ce qu'on veut entendre. Je l'ai dit ici. Et ils nous disent après que non, c'est pas bien de sortir le contenu des discussions qu'on a eues avec des diplomates ou avec un chef d'État. On en est là aujourd'hui. Alors, il y a un auditeur qui vous interpelle justement sur le sujet. Il dit, si un fonctionnaire de la CEDEAO comme Béhanzin va dire le contraire de ce qui se fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de lui? Non, mais vous savez, il y a une chose aujourd'hui. Il y a une chose aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit publiquement quelque chose sur laquelle on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il a dit publiquement quelque chose sur laquelle on n'est pas d'accord? Il faut qu'on soit... Non, on est en politique, oui. Mais il ne faut pas écouter une partie pour dire que non, lui, c'est un fossoyeur. L'autre, il est bon, il faut qu'on le mette là-bas. Quand les gens se rencontrent, vous savez ce qu'ils se disent. C'est pas devant nos micros, quand ils sortent de la salle de 2 février, qu'ils bombent le torse en disant non, je pas si. Mais ce que vous dites à l'intérieur là, on peut entendre. Je voulais qu'on donne maintenant la parole aux auditeurs, on pourra conclure après. Vous mettez vos casques s'il vous plaît. Allô? Eric, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien. C'est monsieur? Sans te mentir, je vais très mal. Hein. Ah, je viens de dire l'information. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Commis. Monsieur Commis, nous vous écoutons. Vous savez, je vais intervenir sur 2 points. Le premier point, ce sont nos élections. Il faudrait que nous, citoyens togolais, nous aidons vraiment nos dirigeants à mieux nous servir. En toute franchise, hein, en tant que Togolais, la main sur la conscience. Ce qui se prépare jusqu'à ce jour, est-ce que ça mérite que je sois Togolais dans ce pays-là? L'organisation, bout en bout jusqu'à ce jour, est-ce que le pays appartient à certains et il n'appartient pas à d'autres?
et qu'on ne peut pas s'entendre avant de commencer quelque chose. Et là, on se dit, le 20 août, le 20 décembre, tant pour moi, se trouve sur la feuille de route. Donc on maintiendra les détenus jusqu'au 20 décembre avant de les libérer, avant d'apaiser le cœur des gens. On va maintenir les gens comme cela en les massivisant à l'intérieur du pays. Et le 20 décembre, on va lever les états de siège. On va maintenir la Cour constitution intacte jusqu'au 20 décembre avant de recomposer. C'est ça la gouvernance. Il faudrait qu'on aide nos gouvernants à mieux nous servir. C'est de la manière là on se comporte et il nous fout de la merde à chaque moment. Deuxième sujet dont je veux interpeller nous les Togolais, c'est le football. Vous voyez, quelqu'un qui est là en avril 2016, il dit qu'il va faire qualifier un pays et on lui paie 25 millions par mois. La personne veut ramasser les 900 millions pendant les 3 ans avant de faire qualifier le pays. Et voilà, en face, voilà la Méditerranée, comment dirais-je, la Mauritanie qui se qualifie, le Madagascar qui se qualifie. Nous sommes dans quel pays? Franchement, nous sommes dans quel pays? C'est mon Togo que les gens font comme ça, avec leurs relations France-Afrique, ils mangent, et nous-mêmes, nous sommes là à peiner sur nos... Non, ce n'est pas possible. D'accord. Et bien nos dirigeants mieux nous servir. On ne va pas leur laisser dans la médiocrité comme cela. D'accord. Monsieur Komi, merci. Merci beaucoup, on a compris. On va laisser aussi les autres auditeurs réagir sur les sujets que nous avions développés jusqu'alors. Un autre auditeur qui nous dit les problèmes du Togo ne sont pas les élections. Il nous faut des institutions fortes, d'où les réformes constitutionnelles et électorales. Un autre auditeur qui nous dit les réformes sont où lorsque les gens refusent de faire les choses d'une manière consensuelle et paritaire comme l'impose la feuille de route. En tout cas, pourquoi ça gêne que la C14 n'aille pas aux élections? Les gens qui savent que ça ira n'ont qu'à aller. C'est tout. Et on verra la suite, nous dit l'auditeur. On a notre téléphone, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 et vous choisissez de nous envoyer un message WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité, vous nous envoyer le message sur le 90 71 49 62. Et un autre auditeur de nous dire la CEDEAO n'a pas le poids devant le régime cinquantenaire du Togo pour s'opposer à ses vœux. La CEDEAO ne pèse pas lourd devant ce régime togolais, nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur de nous dire la Cour constitutionnelle n'a pas été recomposée. Les 8 membres n'ont pas prêté serment. Il faut un président neutre de la CENI et non des petits bandits. C'est ce que nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur, je pense qu'on a des petits soucis avec la ligne téléphonique ce matin. Allô? Allô, bonjour, oui, bonjour, Georges. C'est comme ça là-bas. Oui, nous vous écoutons. Tout ce monsieur suggéré d'attendre des journalistes qui sont choqués de voir des populations amener des menus de pancartes parlant des hommes de la CEDEAO, de tout. Ils ne sont pas suggérés de la même façon de voir que la feuille de route n'est pas mise en œuvre. Parce qu'on n'est plus noir sur blanc, le processus doit être inclusif. Parce que la CENI qui conduit le processus, elle est inclusive. Pas des journalistes qui disent certaines choses, des médias comme ça. Ils sont suggérés de voir la population tenir des pancartes. Or, que ce qui est écrit devant sur noir qu'on doit mettre en œuvre n'est pas appliqué. Là, on n'est pas suggéré. Monsieur Rinkato. Très bien. Pratiquement, les journalistes de la vie Georges, excusez-moi, mais nous avons posé quand même un débat sur le terrain. Nous voudrons que vous aussi vous prononcez là-dessus, tout simplement. C'est pas compliqué, ça. Oui, avant que je ne me prononce sur des débats. Parce que est-ce que vous accepterez qu'après, excusez-moi, mais je voulais, si vous attaquez aux journalistes qui sont sur le plateau, soyez-en sûrs, lorsque vous raccrocherez, ils s'en prendront à vous.
et ça ne nous avancera pas. Nous voudrions que vous vous prononcez sur le débat. Ils ont donné leur avis, vous aussi donnez votre avis sur le sujet. Georges, merci beaucoup. Je pense qu'on a compris l'essentiel. On va donner la parole aux autres également pour se prononcer sur le sujet que nous débattons. Vous avez droit d'avoir votre avis sur le sujet. C'est pour ça que nous vous donnons la parole. Un autre auditeur au téléphone, et un autre qui nous dit « Allô ?» Oui, bonjour. Monsieur Eric. Oui, Monsieur Jerry. S'il vous plaît, c'est pour intervenir. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Basile. Basile, très bien, nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît, moi j'aimerais intervenir sur ce point. Quand des gens parlent de la sortie des Togolais dans les rues, oui, on dit souvent que la solution n'est pas dans la rue. Mais vous voyez, quand on voit comment s'opère la solution de la feuille, quand on voit comment j'ai la feuille de route, ça ne donne pas l'impression que nous avons la volonté d'aller vers quelque chose d'acceptable. Donc finalement, nous sommes obligés de sortir dans les rues. Vous voyez, tous ceux qui sont dans les rues ne sont pas sortis parce que l'opposition est sortie, mais c'est parce qu'ils comprennent que la feuille de route n'est pas bien gérée. Vous suivez l'analyse. Ça veut dire que quand des gens crient que la solution c'est dans les urnes, allons légalement dans les urnes. Faisons légalement les choses. Que le pouvoir et l'opposition s'asseyent et qu'ils reprennent, concernant aussi également la reprise des recensements. Je suis complètement d'accord. Je suis d'avis avec la coalition qui demande qu'on reprenne le recensement. Parce que vous voyez ce qui est fait sans la coalition. Comment cette coalition peut juger cela? On ne peut pas juger ça. Et il faut que la coalition soit présente, qu'elle puisse participer quand même à ces choses pour pouvoir avoir des avis comme ça. Demain, quand elle sera battue, il ne faudrait pas qu'elle saute dans les rues et crier qu'on l'a triché. Là, c'est la population qui va huer. C'est la population qui va la crier dessus. Mais si elle ne prend pas ses responsabilités, si elle va comme ça et elle participe à ces élections, demain on la gagne, elle soit encore dans les rues, mais c'est pour dire quoi après? Et quand je suis aussi d'accord avec le président français, M. Emmanuel Macron, qui dit d'aller à l'élection, mais les gens citent M. Emmanuel Macron, il faut aller aux élections, mais il ne précise pas que M. Emmanuel Macron disait qu'il faut que l'opposition aussi puisse participer. Aujourd'hui, l'opposition ne participe à rien. On nous demande pourquoi l'opposition ne va pas, pourquoi elle ne prête pas serment. Non, elle ne peut pas prêter serment. Si elle prête serment, c'est une erreur. Parce que si elle prête serment, elle légitime déjà la tenue. Et la tenue peut travailler pour battre. Si elle ne prête pas serment, c'est mieux. D'accord. Et puis pour finir, s'il vous plaît, j'aimerais aussi quand même interpeller les uns et les autres sur la sortie de la coalition. Il faudrait que la population puisse quand même sortir parce que le pouvoir, on a l'impression que elle accepte quand même les propositions de la coalition, les demandes de la coalition, mais elle prend le temps de faire un pas en avant. Au fait, quand elle donne à l'opposition, elle crée déjà un autre problème. D'accord. Vous voyez, elle crée déjà un autre problème. Merci beaucoup, on a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelé 93 96 99 99. C'est ce numéro-là que vous pouvez nous joindre, pas sur le 90 71 49 62. Sur celui-là, c'est envoyer des messages WhatsApp et cet auditeur de nous dire, on peut savoir combien de personnes qui vont voter. Jusqu'alors, on ne connaît pas le corps électoral. Ça, ce n'est pas normal, dit l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur grand citoyen d'État. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Dionou. Monsieur Dionou, nous vous écoutons. Oui, moi, ce qui m'intéresse que le gouvernement dit chaque fois qu'ils ont la majorité des peuples. Et pourtant, ils ne veulent pas faire les choses dans la clarité. Ils se précipitent, ils font des choses que tout le monde conteste, mais ils sont, même je ne sais pas, excusez-moi pour le terme, ils sont conscients que je ne sais pas. Et c'est la CEDEAO qui a bien d'elle dit aux deux protagonistes de la crise scolaire que tout le monde n'a qu'à s'asseoir et se comprendre parce que bon, la consensus avant d'y aller faire de quoi que ce soit comme élection. Maintenant, ils ne veulent pas faire cela. Ils sont là. Ils ont envie de faire les choses dans l'apaisement. L'apaisement, bon, ils ne comprennent pas. Ils captent toujours des choses
fait des enquêtes et ils disent que le train est en marche. Maintenant, la recomposition de la CENI, il me semble bien que c'est 17 personnes qui seront à la CENI. Et le 17e doit être une personne neutre. Et les 16 qui vont s'asseoir et se comprendre avant que les choses ne évoluent. Maintenant, là où ils sont maintenant, ils sont 8. En plus, le 17, on n'a même pas encore connu le 17 là. Et ils disent que les choses évoluent. En quel état, moi je n'arrive pas à comprendre. Le gouvernement n'a pas comprendre que le peuple d'aujourd'hui n'est pas du peuple d'hier. D'accord. Nous sommes, s'ils veulent nous tuer, comme... Non, on ne tuera personne. Christian Trémois là, monsieur Trémois avait dit ça sur la TV5 du Monde, que le président n'a pas pris les armes. Et le ministre de ma protection civile, et que je lui donne beaucoup de respect. Merci beaucoup, et lui, il avait dit qu'on va les faire rentrer dedans. Et tout le monde a su ce qui s'est passé le 19 là. Ils ont tiré sur les manifestants. Voilà, M. Bawara aussi, la fois passée, il a bien dit ça, qu'ils ont toutes les dispositions pour faire ce qu'ils peuvent faire. Ici, les gens ont voulu marcher. Donc, tout ça là, nous dirons où. D'accord. Mais je vais les faire rappeler que... On a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelés. Si vous faites court, on donnera la parole au maximum. On n'a pu prendre que 4 auditeurs ce matin, malheureusement. On relancera le sujet la prochaine fois. Un autre auditeur qui nous dit l'élection du vin est la solution définitive de notre crise. C'est une question qu'il pose. On a besoin des députés pour le développement du Togo. Et puis cette sortie de la CEDEAO hier, puisque le communiqué qui nous a été envoyé date de 18 novembre, donc hier où la CEDEAO dans ce communiqué dit, dans le cadre de la résolution de la situation sociopolitique qui secoue le Togo depuis le 19 août, la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue le 31 juillet à Lomé au Togo, a renouvelé sa confiance aux facilitateurs, le président Alpha Condé de la Guinée, le président Nana Akufo-Addo du Ghana. La conférence a également adopté une feuille de route décrite dans le communiqué final. Cette feuille de route porte principalement sur la préparation des élections législatives crédibles et transparentes prévues le 20 décembre 2018 et la mise en œuvre des réformes constitutionnelles. La conférence a aussi demandé à la commission de la CEDEAO d'adopter ou d'apporter son appui technique aux facilitateurs dans la mise en œuvre de la feuille de route. Ainsi, en application à ces dispositions, des observateurs électoraux, des experts électoraux et des auditeurs ainsi qu'un expert constitutionnaliste ont été recrutés par la commission. Conformément aux dispositions de la feuille de route, les termes de référence de l'expert constitutionnaliste consistent à proposer des réformes constitutionnelles qui prennent en compte A. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, B. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, C. La recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. S'assurer que les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 31 juillet 2018 sont bien intégrées dans le projet de réforme constitutionnelle, s'assurer de la cohérence du projet de constitution, s'assurer que le projet de constitution répond aux normes régionales et internationales, proposer un calendrier d'adoption du projet de constitution. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a notamment recommandé l'adoption de ces réformes par la voie référendaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, par voie parlementaire, excusez-moi, par voie parlementaire. Le cas échéant, ces réformes seront soumises aux consultations électorales. En application des termes de référence ci-dessus, rappelez, l'expert constitutionnaliste a préparé un rapport et l'a soumis à la commission. Celle-ci a trouvé le rapport en conformité avec la décision du sommet du 31 juillet, avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet, ce rapport qui seul fait foi
a été transmis par la commission aux 2 facilitateurs et aux acteurs togolaises. La commission réaffirme son engagement à continuer d'apporter son appui aux facilitateurs et aux acteurs togolais dans leur effort de résolution pacifique et durable de cette situation. C'est le communiqué de la commission de la CEDEAO qui vient de nous être envoyé en l'instant. Un petit commentaire avant de rendre l'antenne très rapidement. Jacques. Non, je crois que, comme le communiqué, la chute du communiqué l'a dit, je crois que les acteurs ont déjà eu vent de ce communiqué. On attend de voir les jours à venir le commentaire que les uns et les autres auront fait par rapport à ce rapport qui a été soumis. On avait appris également qu'un expert était là. Les conclusions également de cet expert, nous attendons voir ce qui a été retenu par rapport à la Constitution et que les propositions que l'expert a eu à faire par rapport à ça aussi. Gérard. Non, moi je dis que je suis, sans cacher, je suis un peu déçu par la CEDEAO. Vous direz par exemple, comme cet auditeur, donc la CEDEAO est incapable de réunir les deux parties vers une élection acceptée de tous. Exactement, il vient de résumer mon idée, surtout qu'il y a des gens qui sont encore en exil, comme Achadam Tikpi et tous ces opposants-là. Et moi, je me demande comment on peut amener la paix dans ce pays, dans ces conditions-là. Michel. Non, moi je trouve que, à la lecture de ce communiqué que j'ai reçu également, c'est que la commission de la CEDEAO en tout cas, a adopté, disons, ce rapport de ce constitutionnaliste-là qui est venu nous aider ici. Donc ça veut dire que c'est toujours dans la droite ligne de la volonté de la CEDEAO d'aider les acteurs politiques à vraiment trouver des solutions, notamment aller à l'élection, aux élections législatives du 20 décembre. Et surtout que nous avons appris un peu en fin de semaine, de la semaine dernière, que les tractations sont en train d'être menées au niveau de la CEDEAO et au niveau aussi du gouvernement togolais pour le retour prochain du Achadam. Oui, pour qu'il puisse et ce que l'information que nous avions eue à l'époque, c'est que c'est dit qu'il devait, si tout allait bien, il devait revenir avant même les législatives de 20 décembre. Donc tout ça là, c'est des mesures additionnelles que le gouvernement et la CEDEAO sont en train de prendre pour qu'il y ait une sérénité avant l'élection, avant les élections. Donc il revient aux acteurs politiques de s'entendre. Ce n'est pas à la CEDEAO de venir ligoter des gens, non. Et l'homme. Bon, on verra dans les prochains jours comment ça va se passer, parce que là, je pense que la CEDEAO, comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas, mais aujourd'hui, la façon dont on se retrouve dos au mur. Il va falloir qu'on puisse véritablement tirer des leçons du passé et faire bien les choses pour que l'histoire ne se répète pas. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Et comme dit cet auditeur, je suis jeune, j'aspire à être député de mon pays, que ces vieux députés libèrent la place à nous les jeunes. Bon, ça ne se décrète pas non plus. Merci beaucoup Gérard Ouessan, Michel Tadia, Jacques Zakouti et l'homme à titre. Merci à Jacques pour ce qui a assuré la coordination technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain.